Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que ça va bien. Donc cette semaine, comme je l'ai écrit par courriel et par Teams, les cours seront sous forme de vidéo. Il y en aura deux. Une dont vous êtes en train de regarder en ce moment, une que vous êtes en train de regarder en ce moment, qui vaudra pour votre cours du lundi, si on veut, donc lundi après-midi. Vous pouvez la regarder quand vous voulez, tant aussi longtemps que vous avez regardé les vidéos et fait tout le travail nécessaire pour le cours de lundi 28 février. Vous allez être à jour. Vous les regarderez quand vous voulez. Je vous suggère de prendre le temps que vous auriez mis naturellement dans votre cours pour faire ce travail-là. Mais vous êtes des adultes, vous ferez ça quand vous en sentirez le besoin. Donc, ce cours-là qu'on est en train de faire, cette vidéo-là que je suis en train de faire, vaut pour le cours du lundi. Il y a 3 pages du chapitre 2.3 qu'on n'avait pas fini. Donc, c'est ça qui va contenir cette vidéo-là. Ensuite de ça, je vais faire une deuxième vidéo au courant de la semaine pour votre cours du mercredi. Et pour le cours du jeudi, donc pour la période de 50 minutes, ce que j'avais prévu faire, c'est vous envoyer le quiz numéro 2. Donc, vous pourrez le commencer jeudi, le quiz numéro 2. Quiz qui va porter sur le chapitre 2.3, donc des intégrales par changement de variable. Donc, des posées U, des fonctions paires, des fonctions impaires, intégrales définies avec un changement de variable, etc. Complétion de carré, donc qu'on va voir à l'instant. Ce quiz-là sera à remettre la semaine prochaine. Je ne pense pas vous le demander le 28, là, c'est un peu serré. Donc, je vais probablement vous demander de le compléter pour le 2 mars à ce moment-là. Donc, on va se revoir le 2 et le 3 mars. Donc, sans plus tarder, je vais récapituler un petit peu ce qu'on a vu au dernier cours. Je suis allé un petit peu vite. Donc, on a fait une tonne d'exemples, bien entendu, sur le changement de variable. Ça fait quasiment 2 semaines qu'on travaille là-dessus. Ça devrait être quand même assez bien acquis au moment où on se parle. J'ai des questions. Je vois que les gens qui me posent des questions sont quand même assez loin dans les exercices. Donc, c'est super. Continuez comme ça. Parce que je vous le rappelle, le cours de calcul intégral est très différent au cours de calcul différentiel, même si les deux concepts sont clairement liés sont liés parce qu'un est la réciproque de l'autre. Tout de même, le cours est différent dans le sens où il n'y a pas de formule toute faite pour réussir à faire des intégrales. Il faut en avoir vu un certain nombre pour reconnaître la forme que vous avez pour savoir quoi faire pour intégrer. Contrairement au calcul différentiel où vous aviez un produit de deux fonctions, vous appliquiez la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions. Il n'y a pas de telle formule en calcul intégral. À ce moment-là, il faut se pratiquer. Donc, je vous rappelle ce qu'on faisait. On avait parlé de fonctions paires et de fonctions impaires. Vous aviez les deux définitions juste ici, donc la définition des fonctions paires, la définition des fonctions impaires. Donc, tout ce que ça fait, ces fonctions-là, donc les fonctions paires, si vous changez le signe de votre variable indépendante x, ça n'aura absolument aucun effet sur votre variable dépendante y. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les fonctions paires, parce que c'est le cas des polynômes de degré pair. X au carré, par exemple, mais si vous prenez moins x au carré, ça ne change absolument rien. La valeur de x, la valeur de y, c'est-à-dire la valeur que vous allez avoir lorsque vous allez évaluer cette fonction-là, sera la même du côté négatif et du côté positif de votre variable indépendante. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça des fonctions paires, puisque ça fait référence aux polynômes de degré pair. X carré, x à la 4, x à la 6, ou même les constantes, c'est-à-dire les x à la 0, 0 étant un nombre pair, qu'on prenne la valeur 7, donc la fonction constante 7, ben, si x est négatif, y vaut 7. Si x est positif, y vaut 7 aussi. C'est une fonction constante. C'est donc une fonction paire par définition. Et les fonctions impaires, ben, c'est un peu l'inverse. Donc, ça fait référence au polynôme de degré impair, x au cube, par exemple, x à la 5, x à la 7, x à la 1. Si on change le signe de votre variable indépendante x, qu'est-ce que ça aura pour effet sur la variable dépendante y? Ben, elle va être égale à un signe près. C'est-à-dire, si on évalue une fonction x cube, par exemple, au point 2, eh bien, ça donne 8. Et si on l'évalue en moins 2, ça donne la même chose à un signe près, c'est-à-dire moins 8. C'est ça qui font les fonctions impaires. Je vous avais fait référence aussi aux fonctions trigonométriques. Si je vais rapidement me dessiner un petit système d'axes dans Paint, mon logiciel préféré, vous avez Paint comme ça, un petit système d'axes rapide. On va se faire un cercle trigonométrique. Tiens, ici à l'intérieur de ça, on va essayer de le centrer du mieux qu'on peut. C'est pas très joli, c'est pas grave. Vous comprenez ce que je suis en train de faire.
Donc, la fonction cos, qu'est-ce qu'elle fait, la fonction cos? Bien, si on se prend pour un angle donné, un angle θ donné, par exemple, bien, l'endroit où on va croiser le cercle trigonométrique de rayon 1, sa valeur en x sera le cosinus de cet angle-là, cos θ, et sa valeur en y sera le sinus du même angle θ. Bien, on s'était posé comme question au dernier cours, si je fais le même angle, mais dans le sens inverse, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, quelle sera la valeur de ce cos-là? Ce sera la même valeur, cos θ. Et quelle sera la valeur du sin? Mais ça va être la même à un signe près, moins sin θ à ce moment-là. Donc, si on a une valeur de moins θ, on voit bien que cos est une fonction paire, puisque si on évalue cos θ ou cos de moins θ, ça donne exactement la même valeur, puisque ça donne le même endroit sur votre cercle trigonométrique en x. En y, c'est le contraire. En y, c'est sin θ. Sin θ et sin de moins θ sont égales à un signe près. Donc, si on fait un angle de θ et un angle de moins θ, on va avoir parcouru exactement la même distance en y, sauf qu'il y en a un des deux qu'on parcourt dans le sens inverse, c'est-à-dire un vers le haut, sin θ, et un vers le bas, moins sin θ. Donc, sin θ est une fonction impaire. On pourrait se questionner avec les autres fonctions trigonométriques, telles que sécante, cosécante, tangente ou cotangente. Je vous laisse faire l'exercice. Ce n'est pas plus difficile que de faire ce qu'on vient de faire là. Donc, voilà pour les fonctions paires et impaires. Puis ça nous servait à quoi de définir ça? Bien, c'est parce que lorsque vient le temps de faire des intégrales sur des fonctions paires, on peut prendre des raccourcis. Même chose sur les fonctions impaires. On avait vu que sur les fonctions paires, si on cherche à calculer l'intégrale définie dans les bornes de moins a jusqu'à a, donc d'une valeur jusqu'à son négatif, ou d'une valeur jusqu'à son positif plutôt, bien on pouvait calculer l'air juste de une des deux régions, puisque je vous rappelle que le calcul d'intégrale définie, c'est un calcul d'air, et le multiplier par 2. Souvent, c'est plus commode d'évaluer une intégrale définie en 0 plutôt qu'en moins a, moins racine de 2 par exemple, ou moins 7. C'est plus commode de l'évaluer en 0, puisque si on a affaire à des polynômes, il y a une tonne de choses qui s'annulent. Donc, si on peut l'évaluer en 0, si on peut prendre ce raccourci-là, si on remarque qu'on a affaire à une fonction paire, on peut prendre ce raccourci-là. Donc, si vous avez l'intégrale, par exemple, entre moins 7 jusqu'à 7 de cos θ plus x sur 2, x carré, disons, moins 4x à la 4, bien, vous savez que vous pouvez faire la même intégrale, mais commencer à 0 à la place. Et c'est plus commode en général. Est-ce que c'est obligatoire? Ben non, c'est pas obligatoire de faire ça. Mais c'est un raccourci, donc ça vous aide à alléger votre calcul. Et pour les fonctions impaires, là, je vous le suggère, puisque si on fait l'intégrale entre moins a et a, donc l'intégrale définie, encore une fois, un calcul d'air, ici, on va avoir un calcul d'air qui va être positif. Ici, on va avoir un calcul d'air, je sais que c'est nébuleux de dire ça, mais de l'air qui va être négative ici. Puisqu'on est sous l'axe des x, notre image est négative. Notre somme de Riemann additionne des valeurs négatives jusqu'à l'infini. Donc, on a affaire à un air qui est négatif. Elle est négative parce qu'elle est en dessous de l'axe des x. Mais l'air de la région à gauche et l'air de la région à droite, en valeur absolue, est égal. Donc, si on les additionne, ça va donner à tout coup 0. Donc là, ça, je vous le suggère, de bien vérifier que vous avez une fonction impaire. Par exemple, si vous voulez faire l'intégrale entre moins racine de 3 jusqu'à racine de 3 de sin θ plus x cube dx, bien vous savez, sans faire aucun calcul, que ça donne 0. Et l'argument, c'est que les deux bornes sont égales à un signe près et que la fonction à l'intérieur de l'intégrale, l'intégrante, est impaire. Donc, l'intégrale définie va donner 0. Et ça, c'est un raccourci qui nous raccourcit pas mal. Vous avez deux autres exemples juste ici de graphiques paires et impaires. Donc, pour démontrer qu'une fonction est paire ou une fonction est impaire, on va utiliser carrément la définition de ce que c'est. Ici, je vous propose un exemple qui est de démontrer qu'une fonction x
exposant 2n, peu importe la valeur de n, est une fonction paire. Voici de quelle façon on va démontrer ça. On va utiliser la définition et on va évaluer f de moins x. Donc, on va prendre le côté négatif de la variable indépendante. Donc, on va remplacer tous nos x par d moins x, comme ça. On a un produit à l'intérieur de la parenthèse qui est à l'exposant de n, le produit de moins 1 avec x. Donc, je vais distribuer mon exposant, moins 1 exposant 2n, x exposant 2n. Il se passe quoi lorsqu'on prend moins 1 et qu'on le multiplie avec lui-même un nombre pair de fois? Donc, si je prends moins 1 et que je le multiplie avec lui-même une deuxième fois, donc un nombre pair de fois, une deuxième fois, moins 1 fois moins 1 donne plus 1, donc un nombre positif. Si vous multipliez moins 1 avec lui-même un nombre pair de fois, ça donnera toujours 1. Donc, moins 1 à la 4 donne 1. Moins 1 à la 6 donne 1. Moins 1 à la 2n donnera toujours 1. Donc, le moins 1 exposant 2n qui est là n'a plus lieu d'être. Ça va vous donner x exposant 2n, qui est égal à votre fonction initiale f de x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous évaluez votre fonction en moins x ou que vous évaluez votre fonction en x, ça vous donne exactement la même chose. Alors, par définition, f de x égale x à la 2n est une fonction paire. Ça fait du sens en maudit. L'exposant est paire. L'exposant, on peut l'écrire comme 2n. Puis là, ben, n peut être égal à pas mal n'importe quoi à ce moment-là. Voilà. Idéalement, un nombre naturel. OK. Donc voilà, j'ai démontré qu'une fonction était paire. On a quelques petits théorèmes sur les propriétés des fonctions paires et impaires. Je ne fais que les lire. Ça se trouve à la page 85 de votre volume. Si f1 et f2 sont des fonctions paires et g1, g2 sont des fonctions impaires. Alors là où les opérations sont définies, ça veut dire là où on peut évaluer les fonctions. Si vous prenez le produit de deux fonctions paires, ça va vous donner aussi une fonction paire. Ça fait du sens. X au carré fois x au carré, par exemple, deux fonctions paires, on additionne les exposants. Et si j'additionne deux nombres pairs, ça me donne un nombre pair. OK? G1 fois G2, donc le produit de deux fonctions impaires, est-elle aussi paire? Ça fait du sens, puisque si on additionne les exposants qui sont impairs, x cube fois x à la 1, par exemple, deux exposants impairs, on additionne les exposants, la somme de deux nombres impairs est un nombre pair. Donc 3 plus 1, 4 par exemple. Donc si vous prenez un produit de fonctions paires ou un produit de fonctions impaires, ben ces deux produits-là seront des fonctions paires elles aussi. Si vous prenez par exemple une fonction paire multipliée par une fonction impaire, ben à ce moment-là, ça va vous redonner une fonction impaire. Pensez encore à l'addition des exposants. 2 plus 1, par exemple, ben ça donne 3. Un nombre pair additionné d'un nombre impair donne un nombre impair, donc les fonctions seront impaires. Et les deux résultats qui nous intéressaient le plus, c'était pour les intégrales. Ben, c'est exactement les résultats qu'on a déduits ici. C'est que l'air borné entre moins a et a d'une fonction paire va être égal à 2 fois l'air dans la région 0 jusqu'à a de la même fonction. Et pour une fonction impaire, si vous calculez l'air entre moins a et a, ça vous donnera 0 à tout coup. Donc peut-être juste ayez bien ça en tête lorsque vous faites certains calculs d'intégrale définie. Certains calculs d'intégrale définie où les bornes sont égales. Parce que si les bornes ne sont pas égales, ben là, à ce moment-là, vous n'avez même pas de questions à vous poser, puisqu'il n'y a pas de raccourci à prendre. Mais à tout coup, à chaque fois que vous allez voir une intégrale définie avec les bornes égales à un signe près, moins 1 jusqu'à 1, posez-vous donc la question, est-ce que la fonction dans l'intégrale, est-ce que mon intégrale est paire ou impaire, ou je ne le sais pas? Si je reconnais rapidement que c'est une fonction paire, je peux prendre mon raccourci et arrêter à 0 à la place de moins 1, puis multiplier par 2. Si je reconnais une fonction impaire, je peux tout de suite dire que c'est égal à 0 sans faire aucun calcul. Et si je ne le reconnais pas, c'est pas trop grave, je peux carrément faire l'intégrale quand même, et sans prendre de raccourci.
je ne vais jamais vous enlever de points si vous ne prenez pas ce raccourci-là. Mais des fois, ça peut vous aider. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ça? Je voulais vous dire... Ah, ben à moins que je vous demande de démontrer qu'une fonction est paire ou impaire, ben là, il faut le faire. Mais sinon, dans les intégrales, je ne vous demanderai pas d'utiliser la parité des fonctions. Vous allez devoir faire les intégrales définies et indéfinies. Donc voilà, pour ça, je n'ai pas de numéro par rapport à ça. Là, vous regarderez, si vous avez affaire à des fonctions paires ou impaires, le reste, c'est pareil comme on fait depuis le début de la session. La complétion de carré, j'ai vu que dans la classe, qu'il y avait certaines personnes qui avaient déjà fait ça. Donc, compléter le carré, je vais quand même revenir dessus de façon rigoureuse pour que ça soit bien acquis pour tout le monde. Lorsqu'on parle de compléter le carré d'une expression polynomiale de degré 2 de ce style-là, x au carré plus bx plus c, c'est de le réécrire comme un binôme au carré plus une petite constante. C'est ça que ça veut dire compléter le carré. Pourquoi ça peut être utile d'aller compléter le carré? Parce que des fois, on va avoir des intégrales avec une grande racine, par exemple, au dénominateur ou une expression de degré 2 au dénominateur qui va nous embêter. Puis, pour enlever le fait que ce soit embêtant-là, on pourrait compléter le carré pour avoir une expression u au carré, par exemple, moins une constante au carré, ou même à l'intérieur d'une racine. Donc, si on est capable d'aller réécrire notre fonction polynomiale de degré 2 comme une différence de carré, puis on va être capable d'aller reconnaître qu'on a affaire à l'intégrale qui va nous donner un arc sec, par exemple, ou un arc sin ou un arc tan, ou peu importe. Peu importe la formule qu'on utilisera rendue là. Donc, c'est ça la motivation derrière compléter le carré dans le calcul intégral. Bon, vous êtes supposé avoir fait ça en secondaire 4, secondaire 5. Pandémie oblige que c'est probablement quelque chose sur lequel vous avez passé vite. Donc, on va revenir dessus. Vous allez voir, c'est pas à se tirer à terre. Je vais quand même lire ce qui est là pour être certain d'avoir rien oublié. Une stratégie qui peut s'avérer utile consiste à compléter le carré lorsqu'on a une expression du type ax carré plus bx plus c sous un radical ou au dénominateur ou même les deux. Le but d'une différence de carré est de transformer une expression de forme x carré plus bx plus c en une expression de la forme x plus d, donc un binôme au carré, plus e. S'il y a un coefficient différent de 1, parce que vous voyez ici que mon coefficient, c'est 1, je n'ai pas écrit a. Mais qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas 1? Ben, on peut le mettre en évidence puis travailler avec un polynôme de degré 2 qui a pour valeur de a 1. C'est aussi simple que ça. Donc ici, je vais comme vous faire une petite preuve sur comment est-ce qu'on peut compléter le carré rapidement d'un polynôme de degré 2 avec un coefficient de 1. Après ça, je vous ferai 2-3 exemples. J'ai préparé 2-3 exemples dans mon logiciel préféré, Paint, que voici. Donc, sans plus tarder, voyons cette preuve-là. Je vais regarder mes notes pour être certain de ne pas dire de niaiserie. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec le membre de droite dans l'équation qui est là, donc avec le x plus d carré plus e. Je vais essayer d'aller trouver que vaut d en fonction des autres coefficients a, b et c. A, c'est 1 de toute façon. Donc, allons-y. Je vais dire que mon expression x carré plus bx plus c est égale, et là, je développe mon binôme qui est là. Donc, x plus d au carré, allez pas m'écrire, mes petits poussins, s'il vous plaît, x carré plus d carré. Je vous rappelle que j'ai encore vu ça dans les examens partiels 1. Niveau collégial, on ne fait plus cette erreur-là, s'il vous plaît. Donc, x plus d carré, c'est x au carré plus 2x d plus d carré. C'est donc le membre de gauche au carré plus le membre de droite au carré, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier 2 fois le produit des deux, plus e. Là, je vais travailler coefficient par coefficient. Donc, si on a une égalité de deux polynômes, c'est parce que les coefficients sont égaux. Le coefficient devant x carré, à gauche l'égalité et à droite l'égalité doivent être les mêmes. C'est le cas. Les deux, c'est 1. Maintenant, on va aller regarder les coefficients devant x à la 1. À gauche de l'équation, on a b. À droite de l'équation, on a 2d. Et on pourrait regarder la constante aussi si on veut. La constante ici, c'est c. Et la constante ici, ça va être d carré plus e. Je vais travailler avec le 2d, c'est-à-dire le coefficient devant x. J'ai fait ça en orange, donc je vais poursuivre.
Donc, 1 égale 1, ça va bien, mais on a aussi une égalité entre les coefficients devant la puissance première de x, c'est-à-dire b à gauche et à droite 2d. Ben, ce n'est pas très difficile d'exprimer d en fonction de b. Rendu ici, on n'a qu'à l'isoler dans la petite équation qui est là. On va voir d égale b sur 2. Ça, faites juste garder ça en tête. C'est la seule information que vous avez besoin pour compléter un carré. On pourrait faire exactement le même raisonnement pour aller trouver la valeur de E. On pourrait aller faire C égale D carré plus E. Sachant que D est égal à B sur 2, on aurait B sur 2 carré plus E. Mais mon but ici, c'est pas ça. Vous pourriez, si vous voulez, vous définir une nouvelle formule pour exprimer E en fonction de B et C. Mais c'est plus simple de juste utiliser ce qu'on vient de trouver et ensuite adapter E. Quand je dis adapter E, ça veut dire le trouver de façon logique et mentale. Vous allez voir ce que je veux dire par là avec les exemples que je viens de vous pondre. Voici 3 polynômes de degré 2. Le premier est très simple, x carré plus 6x plus 3. Le deuxième est un petit peu plus compliqué puisque le coefficient devant x n'est pas 1. Puis le troisième, le coefficient est négatif en plus. Donc là, on va juste aller essayer de réécrire ça en complétant le carré. Donc si B est représenté par 6 et C est représenté par 3 et A est égal à 1. La petite formule que je viens de vous donner dit, pour compléter le carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire x plus d. Et d, c'était égal à b sur 2. Donc, si on va avoir affaire à b sur 2, c'est-à-dire 6 sur 2, 3 au carré. Et là, on se questionne. Si j'ai pris, pour trouver E, c'est-à-dire la constante qui nous manque ici, là, le plus E, c'est égal à quoi ce plus E-là? Bien là, on se questionne. On se dit, ah, j'ai x plus 3 au carré. Ça va me faire x carré plus 6x plus 9. Mais moi, je ne veux pas plus 9, je veux plus 3. Donc, comme j'ai déjà un plus 9 et que je veux avoir plus 3, je vais soustraire 6. X au carré plus 6x plus 3 est égal à x plus 3 au carré moins 6. Voyez-vous comme c'est plus logique de à mon avis, de le réfléchir comme ça que de se donner une nouvelle formule pour trouver la constante qui va nous manquer à droite. Je ne sais pas comment vous l'avez fait au secondaire, mais moi, je trouve ça plus simple comme ça que d'apprendre encore une fois une nouvelle formule par cœur. Faisons le deuxième maintenant. Bien là, il faut remarquer que le coefficient devant x n'est pas 1. Donc à ce moment-là, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de se le mettre en évidence. Et là, on va avoir un beau polynôme de degré 2 avec un coefficient devant x carré qui est égal à 1. Donc on va avoir 2x plus 3 ici. Donc je vais garder mon 2 là et je vais compléter le carré du polynôme de degré 2 qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc, encore une fois, ça va être x plus b divisé par 2. Ici, mon nouveau b, c'est 2. Donc, ici, je vais avoir affaire à 1 au carré. Puis là, on va se questionner. Oups, attendez une seconde. Il ne faut pas que j'oublie que mon 2 multiplie tout, hein? Carré plus. Et là, on va se questionner. OK. Moi, je veux avoir x carré plus 2x plus 3 à l'intérieur de ma parenthèse. Là, j'ai affaire à quoi? J'ai affaire à x plus 1 au carré. Ça fait x plus 2x plus 1. Donc, je dois additionner 2 pour avoir 3. Puis là, si vous voulez, vous pouvez distribuer à nouveau votre 2. Vous allez avoir 2 x carré plus x plus 1 au carré plus 2 fois 2, 4. J'espère que c'est simple, aussi simple pour vous que pour moi, la complétion de carré. Je vais en faire un dernier quand même. Ici, on va remarquer que le coefficient A, c'est moins 1. Donc, on va le mettre en évidence, ce moins-là, et on va changer les signes de tous les coefficients. Donc là, je vais avoir x carré moins 8x plus 7. Et là, je vais compléter le carré, donc je vais mettre un grand moins.
ça va être x moins b sur 2. B, c'est moins 8, donc je vais avoir moins 4. Moins 8 sur 2, ça fait moins 4 au carré. Puis là, on va se questionner, encore une fois, qu'est-ce que je dois compléter pour avoir plus 7. Donc, si je fais x moins 4 au carré, ça fait x carré moins 8x plus 16. Moins 4 au carré, ça fait plus 16. Donc, plus 16, moi, je dois enlever 9 pour avoir 7. 16 moins 9, ça fait bien 7. Oui, oui, c'est bon, parfait. Et encore une fois, on peut distribuer notre moins 1 qu'on a mis en évidence à la première étape. Excusez, pour une raison que j'ignore, je ne vois pas bien ma souris. OK. Donc, ça va donner moins x moins 4, le tout au carré, plus 9 à ce moment-là. Et vous avez affaire au même polynôme qu'au départ. Le polynôme moins x carré plus 8x moins 7. La beauté de la chose, c'est que ça va être plus simple à intégrer sous cette forme-là, puisque là, on pourrait reconnaître, par exemple, un arcsine, un arctane, un arcsécante, par exemple, qui se trouverait au dénominateur. Donc, c'est 3 exemples que je vous propose pour la complétion de carré. Vous pouvez en faire d'autres. Si vous aimez, c'est du niveau secondaire, mais si vous avez de la difficulté avec ça, faites-moi signe, puis je vous en donnerai d'autres si vous voulez. Mais de toute façon, il va falloir en faire, mais à l'intérieur des intégrales. Revenons à nos moutons, c'est-à-dire les notes de cours. Donc voilà, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est prendre le coefficient devant b, devant x, et le diviser par 2. Et après ça, compléter le carré en déduisant e. J'espère que c'est clair. Voici l'intégrale que je vous propose, qui est la dernière pour cette vidéo-ci, et la dernière aussi pour le chapitre 2.3. Je me suis trompé en l'écrivant, en écrivant mon Word. Je suis désolé. Donc, tous les signes sont mauvais. Donc, ce n'est pas 5 sur la racine de x carré plus 4x moins 5. C'est plutôt 5 divisé par la racine de moins x carré moins 4x plus 5. OK? Donc, je me suis trompé. Ça fait une intégrale qui est un peu plus difficile comme ça. Donc, je vous propose celle-là qui va être plus facile. Bon, ben on va compléter le carré ici, puisqu'on est dans cette section-là. Donc, je vais devoir compléter. Voyons, je vais devoir compléter. Attendez une seconde, j'ai une fenêtre qui vient d'ouvrir. OK. Je vais devoir compléter le carré du polynôme de degré 2 qui est ici. C'est-à-dire moins x carré. Donc, je vais commencer par ça. Complétion de carré. Donc, je vais écrire moins x carré moins 4x plus 5 égale. Le coefficient devant x n'est pas 1, donc je vais mettre mon moins en évidence. Et on va avoir x carré plus 4x moins 5 maintenant. Maintenant, on va écrire encore une fois notre moins. Il doit rester devant. X, bon, mon coefficient b, c'est 4. Donc là, 4 divisé par 2, ça fait 2. On élève ça au carré et on déduit. Je vais mettre une grande parenthèse ici. X plus 2 au carré, ça fait x carré plus 4x plus 4. Donc moi, je vais avoir moins 5, je ne veux pas plus 4. Donc à 4, je dois lui enlever 9 pour avoir moins 5. Et voilà votre complétion de carré. On peut revenir à notre intégrale maintenant, mais en remplaçant le polynôme de degré 2 qui est là par le carré qu'on vient de faire. Aussi, ce qu'on va faire, c'est développer, c'est-à-dire de multiplier tous les termes qui sont là par moins 1 qu'on a devant notre grande parenthèse. Donc, je vais réécrire l'intégrale. L'intégrale, permettez-moi même de sortir le 5 de l'intégrale, la constante qui est là, on sort ça de l'intégrale. Ça devrait déjà être un réflexe au niveau où vous êtes rendu. 1 divisé par la racine de, ben, mon nouveau polynôme, ça va être, je vais écrire 9, il va devenir positif lorsque je vais distribuer le moins, moins x plus 2 au carré, c'est tout, dx. Puis là, on va aller regarder notre liste de formules. On va aller voir si on ne reconnaît pas une des formules qu'on aurait le droit d'utiliser à ce niveau-ci. C'est sûr que x plus 2 au carré, on n'aura pas ça dans nos formules. Mais on pourrait quand même dire, ce serait assez facile à ce niveau-ci, faire un changement de variable, x égale, bien, x plus 2 égale u
du égale 1 fois dx. Donc, il est facile de dire que ce qu'on a en ce moment, c'est 1 divisé par la racine de 9 moins u au carré. Donc, on va aller regarder notre feuille de formule. On en a-tu une qui ressemble à ça? Une constante moins u carré sous une racine? Bien certainement qu'on en a une. C'est la 18. Regardez. L'intégrale de du sur la racine d'une constante élevée au carré moins u au carré est égale à l'arcsinus de ce u-là divisé par a plus votre constante. Donc, on va carrément utiliser la formule 18. Donc, si on va réécrire l'intégrale en fonction de u premièrement, très important, divisé par la racine, puis regardez à la place de 9, je vais écrire 3 au carré si vous voulez, moins u au carré. Ah ben là, c'est peut-être encore plus évident comme ça. Bien, on a affaire à 5 fois l'intégrale de 1 divisé par une constante, la racine d'une constante au carré moins u au carré, c'est arcsine de u divisé par votre constante, 3 dans ce cas-ci, plus une constante, donc plus c. Il ne nous reste plus qu'à remplacer u par ce qui est équivalent en x. Elle va nous donner 5 arcsine. U est égal à x plus 2. Et on avait une division par 3 ici, plus une constante. Ça serait ici notre réponse finale. Et c'est à ça que ça sert la complétion de carré. Si on ne peut pas compléter le carré ici, si on ne pense pas à compléter le carré, on ne pourra jamais intégrer ça. 5 moins 4x moins x carré dans une racine, dans un dénominateur d'une fraction, dans une intégrale, c'est assez rock'n'roll si on ne pense pas à la complétion de carré. Un coup qu'on pense à la complétion de carré, là, on va reconnaître une des formes qui sont là, peut-être celle-là, peut-être celle-là, peut-être celle-là, ou peut-être même celle-là, ou peut-être même les autres qui sont là, dépendamment de la forme qu'on a lorsqu'on aura complété le carré. Okay? Donc, c'est très utile, la complétion de carré dans le cadre du cours de calcul intégral. J'espère que ça vous parle un peu ce que je fais là. J'allais vous dire, prenez le temps d'écrire ça, mais vous avez bien le droit de faire pause quand vous voulez. Donc là, maintenant, les exercices qui sont ici sont maintenant toutes à votre portée. Vous pouvez tous les faire, ces exercices-là. C'est ce qui termine ce chapitre-là. Ça fait quand même un certain temps qu'on travaille là-dessus, mais comme je vous l'ai dit, comme je vous le redis, c'est la technique d'intégration la plus utile et la plus utilisée. Donc, maîtrisez-la bien avant de poursuivre avec la prochaine vidéo. La prochaine vidéo va porter sur les intégrales par partie. Donc, je vais faire une autre vidéo d'à peu près 40-45 minutes pour ça. Vous pouvez me contacter par Teams sans aucun problème si vous avez des questions sur cette vidéo-là ou sur les exercices que vous avez tenté de faire. Sinon, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit, nous, en physique, la semaine prochaine, pas en physique, mais en maths, mais physiquement, le lundi 28 février. Donc, portez-vous bien, passez une belle semaine et au plaisir.